quelques jours seulement avant que le monde ne change pour toujours. Michael Jackson restait complètement plongé dans la préparation de This Is It. Chaque décision créative, aussi grande soit-elle ou apparemment insignifiante, passait par lui avant d'aller de l'avant, car il refusait de laisser quoi que ce soit apparaître sur scène, à moins qu'il ne corresponde à la vision qu'il avait en tête depuis des mois. Au cours de ses réunions de production, il a soigneusement examiné les concepts visuels, discuté d'idées artistiques avec son équipe et affiné chaque séquence jusqu'à ce qu'elle reflète exactement ce qu'il souhaitait faire vivre au public. Pour Michael, il ne s'agissait jamais d'une simple série de concerts, c'était le retour qu'il avait passé des années à imaginer et des mois à construire minutieusement. À l'époque, ces réunions paraissaient tout à fait ordinaires à toutes les personnes assises autour de la table. C'était simplement une autre journée de planification, une autre conversation sur l'éclairage, la chorégraphie, les visuels et la musique avant que la soirée d'ouverture n'arrive enfin. Personne n'aurait pu imaginer que les caméras enregistrant silencieusement ces discussions préservaient certains des derniers moments en coulisses de la vie de Michael Jackson. Aujourd'hui, ces conversations ordinaires sont devenues inestimables, car elles ont capturé un artiste toujours entièrement dévoué à son métier, ignorant que l'histoire était sur le point de prendre une tournure déchirante. J'adore le fait qu'il ait une licence pour quelques autres choses. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et j'adore sa petite fille. Nous aimons l'idée de la petite fille Michael presque comme une petite très très délicate. Thriller. Ne montrez ça à personne ou Vincent Price vous entra dans vos rêves. Ce rythme créatif s'est poursuivi jour après jour sans interruption. Ce n'étaient jamais les moments auxquels les fans s'attendaient, car ils appartenaient au travail tranquille qui se déroulait bien avant que les rideaux ne s'ouvrent et que les projecteurs n'atteignent la scène. Ils n'étaient que des éléments d'un énorme processus créatif qui s'est déroulé à huis clos à l'abri des regards du public. Aujourd'hui, ces enregistrements ont un poids émotionnel complètement différent, car ils révèlent que Michael est entièrement absorbé par la création du spectacle, dont tout le monde croyait qu'il ne lui faudrait que quelques semaines pour devenir réalité. Regarde le plafond, Jeff. Ouais, ce n'est pas le bon son, alors imagine que c'est le bon son. Vérifiez ceci. Ne changez pas si tôt cependant. Ne changez pas si tôt. Ne faites pas celui-là encore. Non, non. Michael était assis à côté des musiciens, écoutant avec une concentration remarquable pendant qu'il parcourait chaque section de la performance. Cela semblait être une simple répétition, mais cela révélait quelque chose de fondamental sur la façon dont il a abordé la musique tout au long de sa carrière. Avant que des costumes élaborés, des effets visuels à couper le souffle ou des productions scéniques spectaculaires puissent avoir de l'importance, il voulait que chaque détail musical sonne exactement comme il l'avait imaginé. Pour Michael, tout le reste dépendait d'abord de la bonne musique. Regarda ces séances de répétition, aujourd'hui, est profondément différent de ce qu'il était lors de leur premier enregistrement. Ils ne sont plus simplement considérés comme de simples séances de répétition en vue d'une tournée à venir, mais comme certains des enregistrements finaux de Michael faisant ce qu'il aimait le plus, façonner, affiner et perfectionner soigneusement la musique qui a défini sa vie. Chaque correction, chaque suggestion et chaque moment calme de concentration a pris une signification plus profonde au fil du temps. Ce qui semblait autrefois une routine est devenu un aperçu irremplaçable du dernier chapitre d'une carrière extraordinaire. Nous obtiendrons le son, nous obtiendrons le son. Ouais, nous obtiendrons le son, mais c'est ce que nous devons faire. Je sais, c'est ce que nous faisons. Nous avons besoin que vous fassiez la vérification du son parce que personne ne peut entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Certaines personnes pourraient ne pas vouloir avoir cette basse. Je la veux comme je l'ai écrit. Je veux dire comme le public l'entend. Donc peu importe où le disque se déroule, c'est comme ça. Je le veux. Tu dois te rapprocher de ce que tu veux entendre un peu plus, tu vois ce que je veux dire. These Conversations ont révélé à quel point Michael restait profondément impliqué dans tous les aspects de sa musique. Il a refusé de faire des compromis sur des détails que beaucoup de gens ne remarqueraient, peut-être jamais consciemment, car il pensait que le public méritait d'entendre chaque chanson exactement telle qu'il l'avait créée à l'origine. Même quelque chose d'aussi technique que les niveaux de basse ou l'équilibre sonore comptait énormément pour lui, car ces détails façonnaient l'expérience émotionnelle de chaque performance. Sa quête incessante de la perfection n'a jamais eu pour but de se satisfaire seul, mais plutôt de donner au public exactement ce qu'il croyait mériter. Au fur et à mesure que les arrangements musicaux se mettaient en place, Michael a porté son attention sur une autre partie tout aussi importante de la production. Assise aux côtés des membres de son équipe créative, il a soigneusement examiné les séquences visuelles qui apparaîtraient tout au long du concert, discutant des idées avec la même passion qu'il apportait à chaque répétition. La plupart des fans
ne verraient la performance soignée que lors de la soirée d'ouverture sans jamais réaliser combien de temps et de réflexion avaient été consacrés à chaque image projetée sur la scène. Des moments comme ceux-ci révèlent un artiste dont la créativité s'étend bien au-delà du chant et de la danse. Michael ne se contentait jamais de répéter des chansons. Il façonnait personnellement chaque élément de l'expérience du public bien avant que quiconque n'achète un billet ou n'entre dans l'arène. Chaque transition visuelle, chaque effet d'éclairage, chaque mouvement sur scène et chaque image projetée devait s'intégrer parfaitement dans le cadre d'une vision artistique unifiée. Rien n'a été laissé au hasard, car Michael pensait que chaque détail contribuait au voyage émotionnel qu'il souhaitait faire vivre aux gens. Pour que nous puissions vous donner ça 1 million de personnes. Michael, est-ce que tu aimes ça tout d'abord? Ouais, c'est un mouvement sympa, mais ça s'étend trop à la fin, donc on peut juste l'arrêter à chaque fois que tu appuies sur la barre d'espace. Boum, tu peux aller à l'infini. Ouais, comme s'il n'y avait pas plus d'un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peut-être. Ou peut-être juste tes 9 danseurs. Yep. Plus que d'éblouir le public avec des visuels spectaculaires. Michael souhaitait que chaque décision créative laisse les gens réfléchir longtemps après la fin du concert. Le divertissement à lui seul ne lui suffisait jamais, car il croyait que la musique et les images pouvaient communiquer des idées que les mots ne pouvaient parfois pas transmettre. Même en révisant les séquences d'animation et les concepts de scène, il est resté concentré sur la création d'une expérience qui resterait émotionnellement avec les gens plutôt que de simplement les impressionner le temps d'une seule soirée. Cette philosophie a influencé presque tous ses choix créatifs. Ils flotteront tellement que vous ne les attraperez pas. J'adore le lion. J'aime celui-ci aussi. Regardez ça. Regardez, regardez. Regardez ce qu'elle fait. Regardez, 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 regardez. Oh ouais. Vous l'avez. Bien super. Personne qui regardait ces réunions n'aurait pu imaginer qu'il assistait au dernier jour de Michael Jackson, se préparant pour un concert. Chaque signe visible suggérait que la soirée d'ouverture approchait exactement comme prévu. Jour après jour, les répétitions se poursuivaient, la chorégraphie devenait plus précise, la musique sonnait plus fort, et chaque répétition créait l'impression que « This is it » devenait progressivement tout ce que Michael avait imaginé. L'avenir semblait encore tout à fait intact. Pourtant, les caméras n'ont documenté qu'une seule phase de ces derniers jours. Derrière les répétitions soigneusement chorégraphiées, et les réunions de production optimistes, une autre réalité se déroulait tranquillement hors de la vue du public. Un enregistrement audio privé a révélé plus tard que Michael parlait avec une voix inhabituellement lente, visiblement faible et profondément épuisée. Cela a révélé une vulnérabilité que le public avait rarement voire jamais été autorisé à entendre. Écouter cet enregistrement aujourd'hui est profondément difficile. Après plusieurs longs moments de silence, le docteur Conrad Murray a demandé à Michael s'il allait bien, et Michael a répondu d'une voix qui contenait un sentiment de fatigue indubitable. Pour beaucoup de gens, entendre ces mots est devenu l'un des moments les plus déchirants liés à ces derniers jours, car cela représente l'une des dernières fois où le monde entendra Michael Jackson parler. Avec le recul, ces quelques secondes semblent presque insupportablement fragiles. Puis l'histoire change complètement. L'enregistrement suivant ne provient plus d'un studio de répétition ou d'une réunion de création, mais de l'intérieur de la maison de Michael le matin du 25 juin 2009. Il s'agit de l'appel d'urgence au 911, lancé par le garde du corps de Michael Alberto Alvarez, cherchant désespérément une assistance médicale, alors que les événements se déroulaient rapidement à l'intérieur de la maison. Dès les premiers instants de la conversation, l'urgence est indubitable, puisque le répartiteur pose question après question, tout en essayant de guider les personnes présentes sur les lieux, à travers une urgence potentiellement mortelle. À ce moment-là, personne qui écoutait ne pouvait savoir comment la journée se terminerait. Écouter cet appel d'urgence aujourd'hui reste une expérience intensément émotionnelle, car chaque voix est remplie d'urgence, d'espoir et de désespoir croissant. Toutes les personnes impliquées étaient concentrées sur un seul objectif, faire tout leur possible pour sauver la vie de Michael avant qu'il ne soit trop tard. Avec le recul, ces enregistrements préservent les premiers moments déchirants d'une urgence qui allait bientôt envoyer des ondes de choc aux quatre coins du monde. Ils nous rappellent douloureusement à quelle vitesse une matinée ordinaire est devenue l'un des jours les plus dévastateurs de l'histoire de la musique moderne. Malgré tous les efforts déployés par les personnes présentes sur place, les ambulanciers paramédicaux et l'équipe médicale qui a poursuivi le traitement par la suite, Michael Jackson a été déclaré mort plus tard dans l'après-midi. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier en quelques minutes, laissant des millions de fans peiner à croire que l'artiste qu'ils avaient vu répéter quelques jours plus tôt avait soudainement disparu.
Le retour qui avait rempli tant de gens avec impatience n'atteindrait jamais la soirée d'ouverture et les performances que Michael avait passé des mois à perfectionner resteraient à jamais inachevées. Dans les années qui ont suivi ces répétitions finales, ces enregistrements privés et ces réunions créatives tranquilles sont devenus bien plus que des images d'archives. Ils sont devenus des rappels profondément émouvants d'un artiste extraordinaire qui est resté dévoué à sa musique jusqu'à la toute fin. À l'intérieur de la maison de Carol Wood, l'urgence était terminée, mais à l'extérieur, personne ne savait encore ce qui s'était passé. Cela a changé rapidement. Les agences de presse ont commencé à interrompre leurs émissions régulières en annonçant que Michael avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Au fur et à mesure que de plus amples informations apparaissaient, la confirmation que tout le monde craignait a rapidement suivi. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue à la télévision, à la radio et sur Internet, laissant les fans du monde entier stupéfaits. En quelques heures, des millions de personnes tentaient de surmonter la perte de l'un des artistes les plus influents de l'histoire. Les médias sont rassemblés ici. Les foules sont rassemblées. Les spectateurs et les fans de Michael Jackson, au milieu de la nouvelle de la mort de Michael Jackson, aujourd'hui vers 12h30 ici au centre médical de l'UCLA. Après la mort de Michael, l'attention s'est rapidement tournée vers les événements survenus à la maison des Carol Wood, le matin du 25 juin. Les enquêteurs ont travaillé à reconstruire la chronologie, en rassemblant des preuves et en parlant à toutes les personnes impliquées. Lorsque le procès du docteur Conrad Murray a commencé, plusieurs de ses témoins sont venus à la barre. L'un des premiers était Richard Seneff, le principal ambulancier des pompiers de Los Angeles, qui a répondu à l'urgence. Il a expliqué au jury ce que son équipe avait découvert à son arrivée, l'état dans lequel se trouvait Michael et les mesures de sauvetage qu'ils avaient immédiatement prises. Son témoignage a permis d'établir ce qui s'est passé pendant les premiers instants de l'intervention d'urgence. Le 20 juin 2000, j'ai été affecté à la caserne de pompiers 71. L'alarme retentit dans le système et indique homme de 50 ans, arrêt cardiaque 100 North Carol Wood. Alors que nous nous approchions des lieux, il y avait plusieurs agents de sécurité et ils nous faisaient tous signe de monter à l'étage. En entrant dans la pièce, l'une des premières observations que j'ai faites a été qu'il y avait un médecin qui se tenait là. Le monsieur s'est identifié comme tel et a indiqué qu'il y avait des perfusions intraveineuses et des réservoirs d'oxygène. Être en plein après-midi, ce qui est très inhabituel, m'a fait penser que ce patient souffrait peut-être d'une maladie chronique. Ensuite, le jury du procès pour la mort de Michael Jackson a entendu Michael Amir Williams, l'assistant personnel de Michael Jackson. Williams a raconté au jury les événements du 25 juin, y compris l'appel téléphonique inattendu qu'il a reçu du docteur Conrad Murray ce matin-là. Il a expliqué ce que Murray lui avait demandé de faire et comment cette conversation s'était déroulée alors que l'urgence se développait à l'intérieur de la maison Carol Wood. Son témoignage a contribué à compléter une autre partie de la chronologie, montrant comment les proches de Michael ont d'abord pris conscience que quelque chose n'allait vraiment pas, et comment la situation a rapidement dégénéré. Quand avez-vous eu connaissance de l'appel téléphonique? Je sortais, et j'ai vérifié, et je crois avoir rappelé vers 12h15 quand j'ai reçu le message. Alors tu es sorti de la douche, tu as vu qu'il y avait un message? Oui, monsieur. D'accord. Vous avez entendu le message? Oui, monsieur. C'était le docteur Murray. Je ne peux pas le citer exactement, mais c'était « Appelez-moi tout de suite, merci ». D'accord. Et on vous a demandé d'appeler le 911, non monsieur. D'accord. Après avoir entendu ce message, avez-vous appelé le docteur Murray? Oui monsieur. Vous a-t-il demandé d'appeler le 911? Non monsieur. Qu'a-t-il dit? Il a dit « Où es-tu » J'ai dit « Je suis en ville ». Et il a dit « Viens ici tout de suite ». Monsieur Jackson a eu une mauvaise réaction. « Venez ici tout de suite ». Williams s'est resté à la barre des témoins tandis que les procureurs posaient davantage de questions sur la matinée du 25 juin. Il a parlé plus en détail de l'appel téléphonique du docteur Conrad Murray et de ce qui s'est passé après qu'il y ait répondu. Au fur et à mesure que son témoignage se poursuivait, le jury en a appris davantage sur la manière dont l'urgence s'est déroulée et sur la façon dont les personnes les plus proches de Michael ont commencé à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Ces réponses ont rempli une autre partie de la matinée aidant à expliquer ce qui s'est passé avant l'arrivée des ambulanciers paramédicaux au domicile de Carol Wood. Je suis arrivé quand la civière descendait. Je me souviens avoir vu le docteur Murray descendre. Quand vous dites que la civière descendait, tout d'abord, c'est la civière avec le corps de Michael Jackson dessus. Oui, monsieur. Être porté par les ambulanciers. Oui, monsieur. D'accord. Et où descendait-il le corps? En bas des escaliers que j'ai signalés plus tôt. D'accord. E.T. où était Conrad Murray à ce moment-là? À ce moment-là, je n'en suis pas sûr, mais je me souviens de l'avoir vu près de l'ambulance donnant en quelque sorte des instructions et parlant au médecin. Je ne dis pas de donner des instructions, mais vous savez, de simplement parler au médecin.
L'appel au 911 a marqué le début de ce qui allait devenir l'une des parties de l'affaire les plus étudiées. Au cours du procès, les jurés ont également entendu le témoignage de Richard Seneff, le principal secouriste des pompiers de Los Angeles, qui s'est rendu au domicile de Michael ce matin-là. Prenant la parole, il a décrit l'état dans lequel se trouvait Michael lorsque son équipe est arrivée et les mesures immédiates qu'ils ont prises pour tenter de lui sauver la vie. Seneff a expliqué les procédures médicales effectuées dans la chambre et les efforts déployés avant que Michael ne soit transporté à l'hôpital, permettant ainsi au jury de mieux comprendre l'intervention d'urgence ce matin-là. À un moment donné, avez-vous appris que le patient qui se trouvait à l'étage que vous soignez était en fait Michael Jackson? Je l'ai fait. Aaron fait de la RCR. Décrivez-moi cela s'il vous plaît, ce que vous avez observé. Standard. C'est un homme grand et fort. Il s'est penché et a commencé à faire des compressions thoraciques. Regardez-vous les résultats de l'électrocardiogramme une fois qu'il a été branché sur la poitrine de Monsieur Jackson. Oui, je l'ai fait. Qu'avez-vous vu à l'écran asystole? Qu'est-ce que cela signifie? Ligne plate. La salle d'audience s'est ensuite tournée vers les événements survenus avant le 25 juin. Les procureurs se sont ensuite concentrés sur les signes avant-coureurs ayant conduit à la mort de Michael. Sherilyn Lee, une infirmière qui connaissait Michael depuis des années, a raconté au jury une conversation qu'elle a eue avec des membres de son personnel. Après avoir entendu parler de son état, elle les a exhortés à emmener Michael à l'hôpital immédiatement. Son témoignage suggérait que des inquiétudes concernant sa santé avaient fait surface avant l'urgence au domicile de Carol Wood. Mais les enquêteurs avaient encore une question importante. Que s'est-il passé avant que quelqu'un n'appelle le 911 ? Une moitié de mon corps est chaude et l'autre moitié est froide. Et j'étais hors d'état à ce moment-là. J'étais en Floride. Alors j'ai dit à Fahim, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je suis trop loin. Il lui suffit d'aller à l'hôpital. Parce que ça ne semblait pas être beaucoup de stress. Il vient de dire une moitié de mon corps est chaude et une moitié de mon corps est froide. Alors j'ai juste dit à Fahim de l'emmener à l'hôpital. Quelqu'un doit l'emmener à l'hôpital. Il doit aller à l'hôpital. Et c'est ce que vous avez dit à Fahim de faire. J'ai dit à Fahim que quelqu'un devait l'emmener à l'hôpital. Un autre témoin clé était le chef de la sécurité de Michael Jackson, Fahim Mohamed. Il a décrit les moments d'urgence après avoir été rappelé dans la chambre de Michael ce matin-là. Expliquant ce qu'il a vu lorsqu'il est entré dans la pièce, Mohamed a raconté l'état de Michael et les actions du Dr Conrad Murray au fur et à mesure que l'urgence se déroulait. Son témoignage a permis au jury d'examiner de plus près ces moments critiques à l'intérieur de la chambre, ajoutant des détails importants sur ce qui se passait avant l'arrivée des ambulanciers au domicile de Carol Wood. Et quand vous êtes arrivé de l'autre côté du lit que faisait Conrad Murray, il semblait administrer la RCR. Il semblait très nerveux. Il était sur le côté, il était en sueur. Il semblait administrer la RCR. À cette époque, avez-vous vu le visage et tout le corps de Michael Jackson? Oui. Et qu'avez-vous observé sur son visage à ce moment-là? Que ses yeux étaient ouverts et que sa bouche était légèrement ouverte. Avait-il l'air d'être mort? Oui. Un autre récit important est venu de Kay Chase, le chef personnel de Michael Jackson, qui se trouvait chez Carol Wood ce matin-là. Elle a décrit ce qui a commencé comme une matinée normale avant que la maison ne devienne soudainement frénétique. Chase se souvient que des membres du personnel se sont précipités dans la maison et a témoigné que le docteur Conrad Murray semblait nerveux alors que l'urgence se déroulait à l'étage. Son récit a donné au jury le récit d'un autre témoin sur la confusion à l'intérieur de la maison et les réactions de ceux qui étaient présents ce matin-là. J'ai vu le docteur Murray descendre les escaliers jusqu'à la cuisine paniqué frénétique. Qu'est-ce qui, dans son comportement ou dans le ton de sa voix, vous a amené à le décrire comme étant frénétique? Son énergie était très nerveuse et frénétique, et il criait. Qu'a-t-il crié? Obtenez de l'aide, obtenez la sécurité, obtenez Prince. Et qu'avez-vous fait en réponse au cri du docteur Murray? Demandez de l'aide, appelez Prince, appelez la sécurité. J'ai laissé tomber ce que je faisais et j'ai couru chercher Prince. L'enquête s'est rapidement tournée vers la reconstitution de la chronologie, les détectives se concentrant sur les minutes critiques précédant l'appel au 911. Selon la police, après que le docteur Conrad Murray ait découvert que Michael Jackson ne respirait plus, il n'a pas immédiatement appelé le 911. Au lieu de cela, les enquêteurs ont déclaré qu'il avait passé plusieurs appels téléphoniques à son bureau avant que les services d'urgence ne soient contactés. Ce retard est rapidement devenu un objectif majeur de l'enquête, alors que les détectives s'efforçaient de reconstituer exactement ce qui s'était passé pendant ces minutes cruciales et de déterminer pourquoi l'aide n'avait pas été demandée immédiatement. Selon la police, après avoir trouvé Jackson inconscient, il a appelé ce bureau et est resté au téléphone pendant une demi-heure complète. Un affidavit de la police indique que le docteur Conrad Murray
a découvert que Michael Jackson ne respirait plus à 11 heures du matin le jour de la mort du chanteur. Quelqu'un a-t-il été témoin de ce qui s'est passé? Non, juste le docteur monsieur. Le médecin est le seul ici. Mais l'appel au 911 n'a été passé qu'à 12h21. Le procès est ensuite passé à un autre élément de preuve crucial. Au lieu d'entendre un témoin à la barre, le jury a écouté l'entretien enregistré avec la police du docteur Conrad Murray, mené après la mort de Michael. Pour la première fois, les jurés ont entendu Murray expliquer dans ses propres mots ce qui selon lui s'était produit pendant les dernières heures de Michael. Dans l'enregistrement, il décrit la matinée du 25 juin, ses interactions avec Michael et les événements qui ont conduit à l'urgence. Les enquêteurs passaient beaucoup de temps à comparer le récit de Murray avec ce que d'autres témoins avaient déjà dit au jury. Puis il s'est plaint. « Je dois dormir, Dr Conrad. J'ai ces répétitions à faire. Je dois être prêt pour le spectacle en Angleterre. » Et je lui ai dit « Tu sais, si je reçois le médicament que je t'ai donné, je dormirai jusqu'à demain soir. Et personne ne m'écouterait. Vous n'êtes pas normal. » L'entretien enregistré se poursuit avec le Dr Conrad Murray, répondant à d'autres questions des enquêteurs. Tout au long de la conversation, il développe son récit du matin, où Michael est mort, décrivant ce qui selon lui s'est passé dans la chambre et les mesures qu'il a prises avant l'arrivée des secours. Il explique également les décisions qu'il dit avoir prises lors de ces derniers instants. Ces déclarations sont devenues un élément central de la thèse de la défense, tandis que les procureurs ont fait valoir que les preuves médicales et les témoignages pointaient vers une version très différente de ce qui s'était passé ce matin-là. Il a dit « S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes pour que je puisse dormir car je sais que c'est tout ce qui fonctionne vraiment pour moi. J'adore pousser les choses, tu sais. Cela me fait sentir que la médecine est géniale. » J'ai dit « Eh bien, si je veux vous donner un agent qui va vous endormir immédiatement et être si rapide à agir, je ne veux jamais infuser une telle substance en ma présence. » Avant que le verdict ne soit rendu, le Dr Conrad Murray a donné une interview dans laquelle il a partagé son propre récit des derniers jours de Michael Jackson. Il a discuté de l'utilisation de médicaments par Michael et a expliqué ce qui selon lui s'était passé le matin du 25 juin. Il a répondu aux questions sur les événements ayant conduit à la mort de Michael et a défendu les décisions qu'il a prises ce jour-là. Son explication est ensuite devenue un point majeur du débat, les procureurs faisant valoir que les preuves médicales racontaient une histoire très différente. Vous avez dit que vous lui aviez donné 25 mg, que vous l'aviez surveillé, puis vous êtes parti pendant 2 minutes. D'accord. D'après tout ce que vous avez entendu, combien de temps durerait l'effet de 25 mg de propofol? Mais comment en être sûr? Je veux dire, n'était-ce pas imprudent de partir? Murray affirme qu'il a donné au chanteur si peu de propofol que les effets avaient disparu depuis longtemps au moment où il s'est éloigné. Mais l'autopsie de Jackson a montré qu'il était mort avec beaucoup plus de propofol dans son organisme que ce que Murray admet en avoir donné. Aujourd'hui, avec le recul, il est impossible de regarder ces répétitions de la même manière. Juste un jour avant sa mort, Michael faisait encore ce qu'il aimait le plus, préparer les concerts qu'il croyait encore à venir. Tout le monde autour de lui était concentré sur la soirée d'ouverture, convaincu qu'il était encore temps. Personne n'avait imaginé que ces répétitions ordinaires deviendraient la séquence finale de Michael Jackson, se préparant à se produire. Moins de 24 heures plus tard, le monde a perdu l'un des plus grands artistes de l'histoire, faisant à jamais de ces moments la dernière fois où Michael a été vu en train de répéter pour la scène. Et le moment est venu. C'est ça, je t'aime. Ce sera la fin de tout ça. Ce sont les mots. Les gens disent toujours « Oh, ils pensent qu'ils vont s'en occuper ». Le gouvernement ne sait pas ce qu'il va faire. Cela commence avec nous. C'est nous. Si vous regardez jusqu'à la fin, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications.